Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Les maîtres des dragons. Un roman court par Jack Vance. Chapitre 5. L'interminable journée d'Aerlit, correspondant à 6 jours des anciennes unités diurnes, suivit son cours. Dans la vallée heureuse, on s'activait dans une atmosphère sinistre, avec le sentiment d'accomplir quelque chose d'utile en vue d'une menace imminente. Les dragons s'entraînèrent en formation plus serrée. Les estafettes et les portes-étendards lancèrent des ordres d'une voix plus dure. Dans l'armurerie, on coula les balles, on fabriqua la poudre et on affûta les lames des épées. Hervis Carcolo se comporta d'une façon théâtrale, épuisant les araignées les unes après les autres, faisant s'effectuer à ses dragons toutes sortes d'évolutions. Les forces armées de la vallée heureuse étaient principalement constituées de harpies, petits dragons vifs aux écailles couleur rouille, à la tête étroite et allongée et aux crochets aussi aiguisés que des ciseaux. Leurs bras, puissants et bien développés, pouvaient manipuler lances, coutelas, massues avec la même dextérité. Celui qui se mesurait à une harpie n'avait aucune chance de s'en tirer car ses écailles étaient imperméables aux balles aussi bien qu'à n'importe quel coup qu'on pouvait lui asséner. De plus, une simple entaille de ses crochets, la moindre égratignure de ses griffes, tranchantes comme une faux, condamnait l'homme à une mort certaine. Les harpies étaient fécondes, robustes et débordantes de santé, malgré les conditions qui régnaient dans les couveuses de la vallée heureuse. C'est pourquoi elles prédominaient dans l'armée de Carcolo. Cela déplaisait à Bast Given, le chef des maîtres dragons, un homme maigre et nerveux, au visage plat, au nez de travers et aux yeux vides, et aussi noir que des taches d'encre sur une assiette. Généralement laconique et desserrant rarement les dents, il fit presque preuve d'éloquence quand il s'opposa à l'attaque du Val Brandbeck. « Voyons, Hervis Carcolo, nous pouvons déployer une horde de harpies et suffisamment de meurtriers à longues pattes et à longues cornes, mais nous ne possédons pas assez d'horreurs bleues, ni de démons, ni de mastodontes. Nous sommes perdus s'ils nous retiennent sur la lande. »« Je n'ai pas l'intention de combattre sur la lande, » répondit Carcolo. J'obligerai Joas Banbeck à lutter sur mon terrain. Ces mastodontes et ces démons ne seront d'aucune utilité sur les falaises. Et en ce qui concerne les horreurs bleues, nous sommes presque à égalité. Tu n'as omis qu'un léger détail, renchérit Bast Given. Lequel? Suppose que ce ne soit pas là l'intention de Joas Banbeck. Je le crois d'une intelligence supérieure. Donne-moi des preuves. Ce que je sais de lui me porte à croire qu'il est stupide et indécis. Alors, nous allons frapper, fort !» Carcolo joignit le geste à la parole en assénant un coup de poing dans la paume de sa main. « Ainsi, nous anéantirons cette lignée de Banbeck hautains !» Bast Given s'apprêtait à se retirer. D'un ton courroucé, Carcolo lui enjoignit de rester. « Tu ne montres guère d'enthousiasme pour cette campagne. »« Je sais de quoi est capable notre armée et ce qu'elle est incapable d'accomplir. Si Joas Banbeck est tel que tu crois, nous vaincrons peut-être. S'il possède ne serait-ce qu'un peu de la sagacité des 2 palefreniers avec qui j'ai parlé tout à l'heure, alors nous courons à la catastrophe. » Carcolo lui lança d'une voix où perçait la rage. « Va retrouver tes démons et tes mastodontes. Je veux qu'ils soient aussi rapides que les harpies. » Bast Given partit de son côté et Carcolo sauta sur une des araignées. Il l'excita du talon. La créature fit un saut en avant, stoppa brutalement et tourna son long cou vers Carcolo pour le regarder droit dans les yeux. Ce dernier hurla. « Allez, allez, dépêche-toi d'avancer. Montre à ces butors ce que fougue et dynamisme signifie. » L'araignée bondit avec tant d'impétuosité que Carcolo bascula en arrière, désarçonné. Il atterrit sur la tête et resta allongé sur le sol en geignant. Des palefreniers se précipitèrent vers lui et l'aidèrent à s'asseoir sur un banc où il se mit à jurer à voix basse. Un chirurgien l'examina, palpant et tapotant çà et là, puis il lui administra un sédatif et lui recommanda de garder le lit.
Carcolo fut transporté jusqu'à ses appartements situés au-dessous du mur ouest de la vallée heureuse. Il fut confié à la garde de ses épouses et dormit pendant 20 heures. Il se réveilla, la moitié de la journée s'était écoulée. Il voulut se lever, mais, trop courbattu pour bouger, retomba sur ses oreillers en grognant. Il fit alors appeler Bast Given qui écouta sans broncher ses supplications. Le soir tomba. Les dragons regagnèrent leur baraquement. Toute activité cessa dans l'attente de l'aube. Pendant la nuit, Carcolo subit des traitements divers. Massage, bain chaud, cataplasme, infusion. Il s'y prêta avec zèle, et quand la nuit toucha à sa fin, il se déclara en forme. Dans les cieux, Coraline brillait de 1000 feux pernicieux, rouge, vert, blanc. C'était de loin l'étoile la plus étincelante de l'amas. Carcolo se refusait à la regarder, mais son éclat le frappait au coin des yeux chaque fois qu'il arpentait le sol de la vallée. L'aube approchait. Carcolo décida qu'il se mettrait en route dès que les dragons auraient retrouvé leur docilité. À l'est, une ombre tremblotante annonça l'arrivée de la tempête matinale, encore invisible à l'horizon. On prit les plus grandes précautions pour rassembler les dragons devant leur baraquement, où on leur ordonna de se ranger par colonnes. 300 harpies, ou presque, rejoignirent les rangs. 85 meurtriers à longues pattes, autant à longues cornes. Une centaine d'horreurs bleues. 52 démons trapus et formidablement puissants balançaient leur queue hérissée de boules d'acier. Et enfin, 18 mastodontes. Tous grondaient et grommelaient avec malveillance, s'épiant mutuellement, attendant de saisir l'occasion de se donner des coups ou de grignoter au passage la jambe d'un palefrenier trop téméraire. L'obscurité stimulait la haine latente qu'ils vouaient à l'humanité, bien qu'on ne leur eût jamais révélé quoi que ce fût de leur passé, ni des circonstances qui les avaient réduits à l'esclavage. L'aube embrasa le ciel, le remplit d'éclairs et de grésillements, révélant ainsi les contours des flèches verticales de ces étonnants sommets des monts Malheur. Puis la tempête se dissipa, emportant vers le Val Bandbeck les rafales plaintives du vent et les trombes d'eau cinglantes. L'Orient s'éclaira d'un vert pâle. Carcolo donna le signal du départ. Le corps toujours raide et douloureux, il boitilla jusqu'à son araignée, monta sur son dos et lui fit effectuer une courbette particulièrement théâtrale. Carcolo l'avait sous-estimé. L'esprit de la créature était encore en proie aux démons nocturnes. Celle-ci termina sa révérence en tournant brutalement sa tête. Carcolo fut de nouveau éjecté. Il s'affala sur le sol, à moitié fou de douleur et de colère. Il tenta de se relever, s'effondra, refit une tentative et s'évanouit. Il resta inconscient pendant 5 minutes, puis sembla sortir de sa torpeur par la seule force de sa volonté. « Soulevez-moi » murmura-t-il d'une voix voilée. « Attachez-moi à la selle. Nous devons avancer. » Comme il était manifestement impossible d'exécuter cet ordre, personne ne bougea. Carcolo, furieux, finit par appeler Bast Given d'un ton rauque. « Continuez. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Tu dois prendre le commandement. » Given acquiesça d'un air sombre. C'était un honneur dont il se serait volontiers passé. « Tu connais le plan de bataille. Contournez le Croc par le nord, traversez le Scansey aussi vite que possible. Virez vers le nord, autour du gouffre azuré, puis vers le sud, le long des Orebanbeck. C'est peut-être là que Joas Bandbeck vous découvrira. Vous devez vous déployer. Ainsi, au moment où il enverra ses mastodontes, vous pourrez les renverser avec nos démons. Évite d'engager nos mastodontes. Harcèle-le avec des harpies. Garde les meurtriers en réserve et fais-les attaquer s'il atteint la lisière. Tu m'as compris ? » Avec de telles explications, la victoire est certaine, marmonna Bast Given. « Elle le sera si tu ne commets pas d'impair. »« Ah, mon dos. Ah, je ne peux plus bouger. Et dire que pendant que la bataille fera rage, je devrais me contenter de rester assis près de la couveuse à regarder les œufs éclore. Va maintenant, frappe fort au nom de la vallée heureuse. » Given lança un ordre et les troupes se mirent en route. Les harpies se précipitèrent en tête, suivis des élégants meurtriers à longues pattes et de ceux plus massifs à longues cornes et à la formidable pointe d'acier pectoral. Derrière venaient les pesants mastodontes qui grognaient et gloussaient. Leurs dents s'entrechoquaient sous la vibration de leurs pas. À leur côté cheminaient les démons,
portant de lourds coutelas, brandissant leur boule d'acier caudal comme un scorpion arbore son aiguillon venimeux. Puis, fermant la marche, venaient les horreurs bleues, à la fois énormes et véloces, habiles à l'escalade et d'une intelligence égale à celle des harpies. Une centaine de cavaliers les encadraient, des maîtres dragons, des chevaliers, des estafettes et des porte-étendards, tous armés d'épées, de pistolets et de tromblons de gros calibre. Carcolo, sur une civière, les regarda passer jusqu'au dernier, puis ordonna qu'on le ramenât au portail par lequel on accédait aux grottes de la vallée heureuse. Celle-ci, jusqu'alors, ne lui avait jamais paru aussi miteuse, aussi médiocre. D'un air revêche, il examina l'alignement des huttes le long de la falaise, assemblage de rochers, de plaques de lichen imprégnées de résine et de joncs enduits de goudron. Une fois la lutte contre les Bandbek terminée, il ferait creuser de nouveaux logements dans la falaise. Les somptueuses décorations du village Bandbek étaient réputées. Celles de la vallée heureuse allaient les surpasser. Ces salles brilleraient d'opale et de nacre, d'or et d'argent. Mais à quelle fin? Si tout se déroulait selon son plan, son grand rêve pourrait se réaliser. Alors, qu'importerait quelques décorations dérisoires dans les tunnels de la vallée heureuse? En grognant, il se laissa allonger sur son lit et se divertit en faisant défiler dans son esprit la progression de ses troupes. À l'heure qu'il était, il devait passer la crête d'angle, en contournant le crot et ses 1000 mètres dressés vers le ciel. Il essaya de tendre le bras, de faire travailler ses jambes. Ses muscles protestèrent, la douleur se répercuta dans tout son corps, mais il lui sembla que ses blessures étaient plus superficielles que les précédentes. Désormais, l'armée devait franchir les remparts qui bordaient la vaste étendue des hauts plateaux du Scansé. Le chirurgien apporta une potion à Carcolo. Celui-ci la but et s'endormit. Et il se réveilla en sursaut. Quelle heure était-il? Ses troupes avaient sans doute engagé le combat. Il se fit porter jusqu'au portail extérieur. Puis, toujours insatisfait, il demanda à ses serviteurs de le transporter de l'autre côté de la vallée, jusqu'à la nouvelle couveuse. Son passage couvert dominait la vallée entière. Malgré les protestations de ses épouses, il y fut conduit et installé aussi confortablement que ses contusions et ses diverses entorses le permettaient. Il se prépara à une attente interminable. Les nouvelles ne tardèrent pas à arriver. Un porte-étendard chevauchant une araignée à la barbe écumante descendit la piste septentrionale. Carcolo envoya un palefrenier à sa rencontre et, sans se soucier de ses douleurs ni de ses maux, il se redressa sur sa couche. Le porte-étendard sauta à bas de sa monture et commença à gravir la pente en chancelant et en s'appuyant contre la rampe tant il était épuisé. « Oh, embuscade !» haleta-t-il. « Une catastrophe sanglante !»« Une embuscade ?» grogna Carcolo d'une voix caverneuse. « Où ça ?» ?»« Alors que nous franchissions les remparts du Scansé, ils ont attendu que nos harpies et nos meurtriers soient passés, et ils ont chargé avec des horreurs, des démons et des mastodontes. Ils nous ont séparés, nous ont fait revenir sur nos pas, puis ont fait rouler des rochers sur nos mastodontes. Notre armée est disloquée !» Carcolo se rallongea sur sa couche et resta étendu à regarder le ciel. « Quelles sont nos pertes ?»« Je ne sais pas. Given a fait sonner la retraite. Nous nous sommes retirés le plus élégamment possible. » Carcolo reposait, comme dans un état second. Le porte-étendard s'effondra sur un banc. Un nuage de poussière apparut au nord, puis se dissipa pour laisser apparaître un certain nombre de dragons de la vallée heureuse. Tous étaient blessés. Ils progressaient en sautillant et en boitillant. Ils se traînaient au hasard, ronchonnant, bouillonnant et se lamentant. À l'avant, quelques harpies dardaient leur horrible tête à gauche et à droite, suivaient deux horreurs bleues dont les bras se tordaient et se joignaient comme des membres humains. Puis, un mastodonte énorme, semblable à un crapaud, si épuisé qu'il avançait les pattes tournées vers l'extérieur. À son arrivée, devant les baraquements, il perdit l'équilibre, tomba en un bruit sourd et s'immobilisa. Seules ses pattes et ses griffes pointaient dans les airs. Bast Given, hagard, couvert de poussière, descendit la piste septentrionale en chevauchant. Quand il s'arrêta, il se laissa glisser de son araignée exténuée et escalada la pente. Au prix d'un violent effort, Carcolo se redressa de nouveau sur sa couche.
Given lui fit son rapport d'une voix égale et légère, comme s'il voulait paraître détaché. Mais même l'insensible Carcolo ne fut pas dupe. Perplexe, il l'interrogea. Où l'embuscade a-t-elle eu lieu exactement? Alors que nous escaladions les remparts de Scansé par le chemin du ravin de Chloris, à l'endroit où un affleurement de roches magmatiques surplombe le Scansé, c'est là qu'il nous attendait. Carcolo souffla entre ses dents. Past Given eut un imperceptible hochement de tête. Carcolo reprit. J'imagine que Joas Bonbeck s'est mis en route pendant la tempête matinale, 1 heure plus tôt que je ne le pensais. J'imagine qu'il a mené ses troupes à un train d'enfer. Mais comment a-t-il pu atteindre les remparts avant nous? À mon avis, L'embuscade ne constituait pas une menace tant que nous n'avions pas franchi le Scansé. J'avais prévu de patrouiller sur l'Ubac de Barche, jusqu'au cratère bleu, et des 2 côtés du gouffre azuré. Carcolo approuva d'un air sombre. Alors, comment Joas Bonbeck a-t-il amené ses troupes au rempart si vite? Given tourna son regard vers la vallée où les dragons blessés et les hommes descendaient encore la piste septentrionale en groupes disséminés. Je n'en ai aucune idée. Une drogue? Une potion apaisante pour les dragons? Aurait-il pu bivouaquer sur le Scansé et y passer la nuit? C'est fort possible. Il existe des cavernes désertes sous le promontoire de Barche. En y installant ses troupes pendant la nuit, il ne lui restait plus qu'à traverser le Scansé pour nous attaquer. Carcolo grogna. Peut-être avons-nous sous-estimé Joas Bonbeck. Il se recoucha en gémissant. Eh bien, quelles sont nos pertes? L'estimation laissa présager de mauvaises nouvelles. De l'escouade déjà insuffisante de mastodontes, il ne restait que 6 éléments. Seuls 40 démons sur 52 avaient survécu, et 5 d'entre eux étaient grièvement blessés. Les harpies, les horreurs bleues et les meurtriers avaient beaucoup souffert. Un grand nombre avait été décimé lors du premier assaut. Plusieurs autres avaient été jetés du haut des remparts et leurs carapaces blindées éparpillées parmi la pierraille. Sur la centaine d'hommes, 12 avaient été tués par balles, 14 autres par des dragons. Une vingtaine souffraient de blessures plus ou moins importantes. Carcolo, allongé, marmonnait faiblement. « Nous ne devons pas notre salut qu'au terrain, » reprit Given. Joas Bonbeck a refusé de diriger ses troupes vers le ravin. La seule erreur tactique commise a été la sienne. Ses harpies et ses aurores bleues étaient en nombre insuffisant. Piètre consolation. Où se trouve le reste de l'armée? Nous sommes en bonne position sur la crête d'Angle. Nous n'avons vu aucun des éclaireurs de Bonbeck, ni homme, ni harpie. Il doit croire que nous nous sommes repliés dans la vallée. De toute façon, le gros de ses troupes est encore rassemblé sur le Scansé. Après de considérables efforts, Carcolo parvint à se mettre debout. Il traversa le passage couvert en titubant pour aller jeter un œil sur le dispensaire. 5 démons, accroupis dans des cuves remplies de baume, grommelaient. Une horreur bleue, maintenue par des courroies, gémissait à chaque incision des chirurgiens qui extirpaient des morceaux d'armure de sa chair grise. Alors que Carcolo observait la scène, un des démons se redressa sur ses pattes antérieures. De l'écume jaillissait de ses ouïes. Il émit un petit cri particulièrement poignant et retomba raide mort. Carcolo se tourna alors vers Given. « Voilà ce que tu vas faire. Joas Bonbeck a sûrement dû envoyer des patrouilles. Replie-toi le long de la crête d'Angle, puis, en évitant de te faire repérer, remonte vers l'un des cols du Mont d'Espoir. Celui de Tourmaline fera l'affaire. Voici comment je vois les choses. Bonbeck pensera que tu es rentré à la vallée heureuse. Il se précipitera alors au sud, derrière le Croc, pour t'attaquer quand tu descendras de la crête d'Angle. Quand il passera en contrebas du col de Tourmaline, tu auras l'avantage et tu pourras anéantir Joas Bonbeck, ainsi que toutes ses troupes. » Past Given secoua la tête avec fermeté. « Et si une patrouille nous repère malgré toutes nos précautions, il lui suffit de suivre nos traces pour nous refouler vers le col de Tourmaline. Nous serons alors incapables de nous échapper si ce n'est en escaladant le mont d'Espoir ou en rejoignant le cratère de l'étoile déchue. Si nous nous aventurons dans le cratère, il ne faudra que quelques minutes à ces mastodontes pour nous anéantir. » Carcolo s'effondra de nouveau sur sa couche. « Ramène les troupes à la vallée heureuse. Nous attendrons qu'une autre occasion se présente. » c'était
Les Maîtres des Dragons. Un roman court par Jack Vance. Chapitre 5. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee ou souscrivez à Cosmodieu Premium pour des exclusivités et des avant-premières. Cosmoditrice, Cosmoditeur, je vous souhaite le meilleur. Merci, à bientôt.